Bonsoir, entrons donc dans un temps du débat modifié par l'annonce ce midi de la disparition de Jacques Chirac. Nous devions, avec notre partenaire Lacroix et Béatrice Bougnol, qui est ici présente, elle est du service politique de ce quotidien, vous parler du populisme en Europe. Mais évidemment, nous avons bousculé notre programme aujourd'hui. À l'ordre du jour ce soir, quelle place Jacques Chirac donnait-il à l'histoire dans son action politique, mais également quelle place imagina-t-il tenir dans notre histoire ? Tout le homme politique se mesure en fait à ses prédécesseurs et tente, à sa mesure, de laisser une trace dans cette histoire. Bien plus encore, quand c'est un politique qui a été 2 fois président de la République, quels sont les gestes, quelles sont les attentions, quelles sont les paroles qui permettent, peut-on le faire d'ailleurs, de mesurer le rapport à l'histoire de Jacques Chirac ? C'est la question que nous poserons à nos 3 invités ce soir, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Jean-Luc Barré, écrivain et biographe de Jacques Chirac, dont la biographie sortira dans quelques jours, puisque c'est mardi prochain. Jean-Luc Barré, c'est ça qu'elle sort chez Robert Laffont ? Oui, enfin, c'est pas une biographie. Non, d'abord, c'est pas chez Robert Laffont, c'est chez Fayard. Chez Fayard, pardon. C'est un témoignage que j'avais écrit et que j'ai écrit il y a quelques temps. Voilà, je vous en dirai un mot si vous voulez. Mais bien sûr, on l'attend. Christine Albanel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne ministre de la Culture. Vous avez été conseillère éducation et culture auprès du président Jacques Chirac entre 1995 et 2000. Et Florian Louis, bonsoir. Vous êtes le plus jeune de cette table. Vous venez de soutenir il y a 2 jours votre thèse, une thèse consacrée à la géopolitique. Et félicitations, vous l'avez évidemment eue. Mais vous êtes également spécialiste de l'histoire du Moyen-Orient. On en parlera avec vous. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Bonsoir Béatrice Bougnol. Bonsoir. Merci de co-animer cette émission avec nous au nom de votre journal La Croix avec lequel nous sommes partenaires. Bonsoir à vous. Christine Albanel, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors donc ce discours qu'on a entendu, cet extrait de discours, il était beaucoup plus long bien évidemment, il date du 16 juillet 1995 et c'est le fameux discours au Square des Martyrs du Veldiv dont vous êtes l'autrice, dit-on aujourd'hui. Vous avez vous-même participé donc auprès de Jacques Chirac à la rédaction de ces discours. Vous avez été conseillère, je l'ai dit, culture et éducation. Est-ce qu'il avait l'idée que ce discours deviendrait justement un des grands actes de son premier septennat, avant qu'il ne fasse un quinquennat ensuite ? Je pense que Jacques Chirac était conscient de l'importance de ce discours. Maintenant, je ne pense pas qu'il ait anticipé la portée finalement historique qu'il a eue. Je pense que Jacques Chirac ne se situait pas, j'allais dire qu'il ne se situait pas par rapport à l'histoire. Si, il a pris des positions, il a eu des expressions, il a eu des projets, par exemple celui du Quai Branly, qui ont changé des choses, certainement, dans notre histoire contemporaine. Maintenant, est-ce que c'était sa première intention ? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que Jacques Chirac vivait quand même beaucoup dans le présent et le futur assez proche. Je crois qu'il était beaucoup dans l'action. Il avait des convictions fortes. Et dans ces convictions fortes, il y avait une vision qui était assez éloignée du gaullisme, de la période sombre de l'occupation. Et je savais, pour en avoir parlé avec lui à plein d'occasions, quels étaient ses sentiments, quelle était sa vision. Et c'est ça que, effectivement, j'ai essayé de traduire avec des mots pour le discours du Veldiv. Le discours du Veldiv a eu lieu par une suite de concours de circonstances. C'est-à-dire Jacques Chirac n'est pas arrivé à l'Élysée en disant « Maintenant, je suis président de la République, je vais prononcer un discours, je vais m'exprimer sur cette période qui avait été compliquée, puisqu'on sait que François Mitterrand, etc., on sait que c'était un sujet très compliqué pour la France, la posture du général de Gaulle qui s'expliquait aussi, etc., et que c'était même un sujet litigieux. Mais il y a eu cette demande du CRIF qui est venue... le Conseil représentatif des institutions juives, Henri Agenberg qui le présidait. Il y a eu un tour d'horizon de différents sujets qui occupaient à ce moment-là la communauté.
Et à la fin, il y a eu la demande de venir finalement au Veldiv pour prononcer un discours, ce qui n'avait encore jamais eu lieu pour un président de la République, puisqu'on se souvient que François Mitterrand était venu, mais n'avait pas parlé à ce moment-là. Mais c'est tout juste après Et son c'est élection. donc une opportunité qui s'est présentée, une occasion qui s'est présentée, que Jacques Chirac a saisie. C'est comme ça qu'il s'est inscrit dans l'histoire, pas en voulant s'y inscrire, mais en étant quand même conscient de l'importance du discours. Jean-Luc Barré, vous qui avez participé à la rédaction de ces mémoires, il vous en avait parlé justement de ce discours du Veldiv comme étant un discours important, un moment important de son premier septennat. Oui, enfin, il y avait un certain nombre d'actions dont il était particulièrement fier, lui qui n'avait pas l'habitude d'ailleurs de se vanter de grand-chose. Et ce discours, dont il avait pris soin de me dire d'ailleurs qu'il avait été écrit par Christine Albanel, correspondait, enfin, c'était très cher à son cœur, ce discours, comme l'hommage à François Mitterrand, comme d'autres discours, qui, même s'il ne les a pas anticipés, reflètent tellement sa pensée, sa sensibilité, je dirais qu'il n'avait presque pas besoin de les anticiper. Ils étaient totalement en lui. Alors évidemment, il a bousculé le dogme gaullien. Enfin, ce serait peut-être un peu long de raconter cela, mais en même temps, celui qui avait récupéré le dogme gaullien, d'une certaine manière, à son avantage, c'était François Mitterrand. Sur le thème « il n'y a rien à dire, on ne dit rien », le général de Gaulle pouvait se permettre ça. Bon. Et donc, Jacques Chirac, en cela, pour moi, il a fait un acte de gaullisme. Béatrice Bugnol. Oui, justement, Jean-Luc Barré, vous décrivez un Jacques Chirac qui est complexe, qui est mystérieux, qui aimait, par exemple, faire croire qu'il était inculte, alors qu'il était fin connaisseur de l'Extrême-Orient, du monde arabe, mais aussi d'ailleurs du Moyen-Âge, passionné par la figure de Philippe le Bel, par exemple. Quelle vision pouvait-il avoir quand même de sa place dans l'histoire ? Moi, je pense qu'il y avait deux niveaux. La première fois que nous avons parlé de tout cela, j'ai bien senti, il me dit, écoutez, je ne laisserai aucune place dans l'histoire. Voilà. Donc, c'était, pour lui, il y avait De Gaulle et il y avait Mitterrand. Alors, moi, je relativisais un peu pour Mitterrand. En tout cas, je disais pour De Gaulle, évidemment De Gaulle. Et donc, il y avait chez lui, d'abord, non seulement un sens aigu de l'autodérision, et puis il n'a pas cherché, même dans ses mémoires, à se construire une statue. Ce n'était pas son genre. C'est quelqu'un, par exemple, qui disait rarement « je ». Voilà, il disait rarement cela. Donc évidemment, c'est parfois un peu antinomique avec l'idée de mémoire. Et puis, progressivement dans l'écriture, je me suis rendu compte qu'il précisait beaucoup de choses, qu'il tenait à ce qu'on dise beaucoup de choses, et notamment sur l'Irak. Il était important pour lui qu'on reconnaisse tout de même l'action qu'il avait menée à ce moment-là. Il n'y avait pas que ce domaine-là, mais ça, c'était évidemment, je pense qu'il y a un moment donné où il savait bien à quel point c'était important. Il y a un événement sur lequel nous avons beaucoup débattu, lui et moi, c'était 2002, c'est-à-dire le fait de ne pas faire un gouvernement d'union nationale. Et je lui dis, écoutez, là, vous êtes passé à côté de l'histoire, d'une certaine manière. Bon, alors il en avait conscience. L'histoire est aussi compliquée là, puisqu'il sortait de 5 ans de cohabitation, les élections législatives suivaient, c'était pas facile de faire l'union nationale, mais il avait conscience d'être passé là à côté. Donc il n'était pas hanté par son rôle dans l'histoire, mais il avait conscience de l'action qu'il avait menée, ça je pense qu'on peut le dire. Christine Albanel, sur ce point, justement, vous opinez du chef quand on évoque 2002 ? Je pense que Jacques Chirac était aussi un homme politique quand même un peu à l'ancienne. Et l'idée de s'inscrire, de faire une union nationale pour faire face à des dangers particuliers, etc., lui était assez étrangère. D'abord, je pense qu'il était assez persuadé que quand vous faites une union nationale, il n'y a guère que les extrêmes comme possibilité. Ensuite, d'alternance démocratique, je crois que c'était pas... Voilà. Et puis, c'était quelqu'un qui s'enracinait dans une famille politique. Et il arrivait au pouvoir, il donnait aussi le pouvoir à sa famille politique. Il l'avait fait d'ailleurs en 1995, puisque finalement, il avait assez peu rassemblé le côté baladurien de l'échiquier politique. En fait, assez peu. Florian Louis, vous n'êtes pas encore intervenu. Vous êtes historien, je le rappelle, spécialiste de la géopolitique, et en particulier de géopolitique du Moyen-Orient. Vous avez écrit il y a 2 ans, maintenant 3 ans, maintenant Un certain Orient, donc un manuel pour comprendre l'histoire du Moyen-Orient jusqu'aux années 1980. Alors, quel est le rapport à la fois l'histoire du gaullisme à ce Moyen-Orient et la place que prend Jacques Chirac comme successeur, ou pas comme successeur d'ailleurs, de Gaulle au Moyen-Orient ? Alors le rapport du gaullisme et par extension du chiracisme au Moyen-Orient, il est d'ailleurs plus large, ce serait plutôt au monde arabe, parce qu'à l'origine, tout est lié à la décolonisation et à la guerre d'Algérie, qui fait que dans les premières auquel années... il a participé, il faut le rappeler. Effectivement, oui, Jacques Chirac a participé en tant que soldat dans ses obligations militaires de jeunesse à la guerre d'Algérie. Et le général de Gaulle, lui, dans un premier temps, était bien sûr en froid avec le monde arabe et le nationalisme arabe lorsqu'il arrive au pouvoir en 1958, puisqu'on est en pleine guerre d'Algérie. Et c'est la fin de la guerre d'Algérie en 1962 qui va permettre la fameuse
fameuse politique arabe de la France qui va pouvoir se mettre en place avec De Gaulle et qui va vraiment trouver à s'exprimer en 67 avec la guerre des 6 jours, lors de laquelle la France va prendre des positions très favorables au camp arabe. Alors Jacques Chirac va de fait effectivement s'inscrire dans cette continuité-là, de ce second gaullisme, de cette politique arabe de la France, avec une politique effectivement, là pour le coup ça vaut pour le Moyen-Orient, pour le monde arabe, comme pour, je pense, presque toute sa politique étrangère, une politique de coups d'éclat, devant, on a tous en mémoire bien sûr les images à Jérusalem par exemple. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a cette inscription, ce tropisme arabe, avec l'idée que la France peut essayer de se poser comme un pays un peu intermédiaire, pas tout à fait aligné sur les États-Unis, mais qui peut malgré tout leur parler et qui pourrait donc jouer les intermédiaires dans la résolution de conflits, comme le conflit bien sûr israélo-palestinien par exemple, ce qui ne sera évidemment pas le cas dans les faits, mais il y a cette posture qui est effectivement assez gaullienne d'indépendance de la France, qui s'exprime aussi bien au Moyen-Orient qu'à l'égard du monde entier. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir effectivement que Marine Le Pen, rendant hommage aujourd'hui à Jacques Chirac, évoque la position de Jacques Chirac sur l'Irak, donc vis-à-vis de la question du monde arabe et donc des États-Unis, Jean-Luc Barré. Non, ce qui est étrange dans le communiqué de Mme Le Pen, c'est de dire que Jacques Chirac était très populaire en Outre-mer. Parce que c'est assez étrange, mais... Non, vous n'avez pas vu, c'est bizarre. Béatrice Bougnol. Oui, justement, Christine Albanel, on voulait revenir sur le combat constant de Jacques Chirac contre l'extrême droite. Vous avez rappelé donc les réserves qu'il pouvait avoir par rapport à un gouvernement d'union nationale. Mais pour autant, est-ce que ce qu'on retiendra de son parcours politique et l'héritage, une partie en tout cas de l'héritage politique de Jacques Chirac aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ce combat constant contre le Front National ? Si, je crois que oui, je pense comme vous. Je crois que c'était une des choses très très fondamentales pour Jacques Chirac. Une des rares choses qui pouvait le mettre en colère, c'est que quand on a développé des arguments qui lui paraissaient trop proches des thèses du Front National, c'était vraiment viscéral, vraiment. Et je pense qu'il avait une vision même très globale. Par exemple, c'est le projet du musée du Quai Branly, des arts premiers, cette façon, au fond, d'être, mais quelquefois même un peu méprisant, un peu lointain par rapport à la culture occidentale, au profit des cultures lointaines, en disant, il me revient à moi, président de la République, de les réhabiliter, parce qu'il y a une fracture de civilisation comme il y a une fracture sociale. Et je vais défendre les arts et les expressions de ces peuples qui sont oubliés injustement, etc. Avec la phrase « les chefs-d'œuvre naissent libres et égaux » qu'il avait reprise. Je crois que c'est un peu ça. C'est une vision très globale. Alors c'est une vision culturelle qui est une vision profondément politique. Et il y a une vraie cohérence politique de Jacques Chirac, surtout à partir des années 90. Avant, c'est moins évident. Mais à partir des années 90, on voit bien que beaucoup d'actes sont en parfaite cohérence. Et pourtant, on retiendra, parce que ça fait partie aussi des archives qui sont régulièrement redonnées de Jacques Chirac, cette fameuse conférence où il parle du bruit et l'odeur des immigrés qui dérangent les travailleurs français. Jean-Luc Barré, évidemment, c'est assez difficile de faire la relation entre les deux, parce que simplement, peut-être était-ce une circonstance politique qui avait conduit Jacques Chirac à dire cela dans un contexte politique particulier. Oui, c'est le contexte de Dreux, etc. On peut dire aussi, si on va jusque-là, qu'effectivement, il a été un peu ambigu au moment de l'élection de Dreux. Enfin, écoutez, il peut y avoir une part d'opportunisme, mais très vite, tout ça a été corrigé. Cette formule, en effet, peut-être pas très heureuse, mais il n'empêche que à partir d'une certaine époque, et au moment crucial, j'allais dire, de la vraie montée du Front National, c'est-à-dire de 2002, Chirac incarne le rejet, parce que ça correspond profondément à sa personnalité, à sa sensibilité, à ses convictions. Voilà, là-dessus, on ne peut pas le soupçonner, au fond, de la moindre équivoque. Tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français. Mes chers compatriotes, les Français, je serai le président de tous les Français, de tous les Français. Je mesure, les Français, la difficulté de la tâche qui nous attend, les Français, tous les Français. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Voilà, on a entendu effectivement ce morceau de Malto à tous les Français à partir d'un discours de Jacques Chirac, effectivement, et qui rend aussi ce Jacques Chirac populaire que connaissent les trentenaires aujourd'hui, Béatrice Bougnol, et qui marque et qui frappe effectivement une génération qui a à peine connu Jacques Chirac, sinon par les parodies, par les marionnettes des Guignols et aussi par les chansons qui ont été composées autour de lui. Et qui effectivement n'a pas forcément la mémoire de cette expression malheureuse dont on parlait juste avant. Donc effectivement, Jacques Chirac, ce qu'on retiendra également de l'homme politique, c'est son style, et un style qui lui vaut encore une grande popularité auprès des Français, et notamment des trentenaires, qui s'arrachent les t-shirts à son effigie, par exemple. En quoi consiste ce style Jean-Luc Barré a cette réflexion intéressante. Il dit qu'au-delà du côté sympathique, du côté proche des gens, du personnage, il y a un côté rebelle chez Jacques Chirac, qui étrangement a choisi d'être aussi un homme d'ordre. Mais en quoi consisterait ce style rebelle, Christine Albanel? Est-ce que vous avez vu le rebelle sous Jacques Chirac? C'est-à-dire, il y avait un côté sale gosse, Jacques Chirac, je pense. Mais pour revenir à cette histoire de le Louvre, vous l'évoquiez tout à l'heure, le pavillon, maître des arts, les arts africains au Louvre, par exemple, il savait que les conservateurs de l'époque étaient absolument vent debout. Ou les arts islamiques, comme ça a été fait aussi. Ou les arts islamiques, avec d'ailleurs de bonnes raisons, en disant le Louvre n'est pas un musée universel. Voilà, Françoise Cachin, elle disait non, pas du tout, il y a d'autres musées, Orsay, voilà, il y a différentes spécialités. Donc vouloir en faire un musée universel, c'est absurde. Mais pour Jacques Chirac, c'était pas ça. C'était de dire, il y a le Louvre, c'est connu dans le monde entier, je veux honorer ces cultures, je les mets au Louvre, et en plus, je fais râler terriblement tous les conservateurs, l'establishment, etc. Et il y avait un côté anti-bourgeois chez Chirac. Il y avait un côté, il détestait sortir en ville, il détestait les mondanités, il disait des horreurs dès qu'on le conviait à l'opéra, il adorait dire des horreurs de manière générale, surtout en présence de Madame Chirac, qui était, voilà. Et il y avait ce côté, donc c'était pas un immense rebelle, mais c'est certainement un anti-bourgeois, sûrement. Vous-même qui êtes parmi les trentenaires ou les cadras, enfin en l'occurrence vous êtes encore trentenaire, Florian Louis, est-ce que vous faites partie justement de cette génération en tant qu'historien, justement, d'avoir apprécié, écouté, vous être amusé d'une certaine façon de la personnalité de Jacques Chirac ou pas du tout? Amusé, oui, je suis la génération des Guignols de l'info, donc évidemment c'est un peu comme ça aussi que je l'ai connu. Pour le reste, dans ma formation d'historien, d'une part, c'est plutôt la période tardive, donc le discours du Vel-d'Hiv, là, au début de son mandat, mais également son intervention à la fin de son deuxième mandat présidentiel, en 2005, lorsqu'il s'est agi d'abroger un amendement sur le rôle positif de la France outre-mer, sur un peu un emballement des lois mémorielles. Donc là, je pense qu'il a eu un rôle assez important pour mettre un peu le holà à une forme de dérive qui était en train de se mettre en place. Et puis également, bien sûr, pour le spécialiste du Moyen-Orient que j'étais, notamment la guerre en Irak en 2003 qui m'avait beaucoup concerné. Justement, une des questions qu'on se pose toujours à propos de Jacques Chirac, mais de tout homme politique important comme lui, Jean-Luc Barré, c'est de savoir comment il fait avec son camp. Parce que d'une certaine façon, il a dans son propre camp des gens qui sont plus extrêmes que lui, qui voudraient peut-être des alliances avec le Front National ou qui voudraient peut-être aller d'un autre bord que celui qu'il défend. Comment faisait-il, tel qu'il vous l'a raconté, pour pouvoir justement faire tenir ensemble des tendances qui étaient un peu variées, dirons-nous? Quand ces tendances devenaient extrêmes, c'est-à-dire qu'elles rejoignaient de très près l'idée d'une alliance avec le Front National, à deux occasions précises, quand il s'est agi, par exemple, de l'élection régionale à Lyon, où on a vu Charles Millon s'allier avec le Front National, il a condamné cette alliance. Or, Charles Millon l'avait soutenue dès le premier tour de l'élection présidentielle de 1995. Et un autre exemple, qui est quand même très parlant, au moment où le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, se laisse aller à parler de Karcher, eh bien, en Conseil des ministres, et il le raconte dans ses mémoires, il réprouve cette parole-là. Donc, il a été assez clair. Je pense qu'il n'a pas laissé tellement de dérives s'installer au sein de son parti. Il n'a pas hésité. C'était quelque chose qui lui tenait tellement à cœur et qui était tellement proche de lui que c'était un principe. Et ce principe-là, il n'a pas laissé grand monde le transgresser. Alors, il y a aussi une autre dimension, c'est la
proximité, Christine Albanel. Est-ce que vous avez été témoin justement de cette proximité qui faisait partie du personnage de Jacques Chirac? On racontait dans le journal comment il pouvait être bourgeois lui-même, mais proche des agriculteurs corréziens lorsqu'il se rendait sur son fief corrézien. Donc quelque chose qui lui permettait d'être en adéquation avec une certaine population qui n'était pas forcément son milieu, Christine Albanel. Oui, je crois qu'il était, c'est vrai, il était proche des gens, probablement plus proche des agriculteurs et du monde de la Corrèze que de tout autre, parce que c'était un petit peu ses racines. Il avait l'impression d'une vraie authenticité. On était dans un monde qui était anti-urbain. Le Et Jacques fameux Chirac, c'est beau mais c'est loin qu'on voit dans un de ses reportages où il va dire c'est beau mais c'est loin à chacun des habitants de ce plateau de Mille oui. Vaches. Alors après, et c'est vrai qu'il avait beaucoup d'empathie. Il y avait aussi Jacques Chirac qui passait son temps, dès qu'il apprenait que quelqu'un avait, je sais pas, un proche à l'hôpital, etc., ça tout le monde le sait, il téléphonait, il prenait des nouvelles. Pas une seule fois, il était capable de téléphoner tous les jours pour savoir des nouvelles d'un fils qui était à l'hôpital, etc. Ça, c'était assez spontané. Et il transmettait une vraie chaleur. Alors après, quelquefois, il y avait aussi des automatismes en campagne. Et moi, par exemple, à un moment donné, il disait facilement « Jean, comment va ton père ?» Alors, si les gens avaient perdu leur père, il disait « Ah, mon Dieu, terrible chose !» Et si les gens ne l'avaient pas perdu, évidemment, il répondait. Alors, et les gens étaient bouleversés quand on leur avait demandé des nouvelles de son père. Voilà, ça, c'était aussi un Jacques Chirac, mais bon, très attachant. Jean-Luc Barret. Oui, c'est parti des... Il y avait... Ce sont des trucs d'homme politique aussi, de Oui, terrain. mais il y avait une vraie sincérité. Vous savez, moi, je l'ai accompagné au Salon de l'Agriculture. C'était en 2010. Ah oui, ça c'est un grand moment tout le temps. C'est un des derniers salons qu'il ait fait, je crois. Et je l'ai vu, il est arrivé fatigué. Il est arrivé vers 10h du matin, je crois. Moi, à 14h, j'étais déjà un peu fatigué. Lui, ça durait jusqu'à 17h. Et pendant ce temps-là, il n'était pas obligé de le faire, il n'était même plus au pouvoir. Donc c'était un exercice, je vais dire, presque fraternel à l'égard de ces agriculteurs qu'il aimait, reconnaissance de leur travail, etc. Il y prenait beaucoup de plaisir et il ne se forçait pas. Et donc cette sympathie qu'il dégageait à l'égard des autres, cet intérêt qu'il avait pour les autres, même s'il pouvait avoir un côté parfois mécanique, nous sommes bien d'accord, était très profond chez lui. Vous savez, je pense que les électeurs ne se trompent pas sur le regard qu'on porte sur eux. Si un homme politique les regarde d'une certaine manière, ils savent très bien si c'est un peu de sincérité ou pas. Nous sommes le 23 novembre 1996. Jacques Chirac assiste à la cérémonie qu'il a voulu du transfert des cendres d'André Malraux au Panthéon. Nous ne savons pas ressusciter les corps, mais nous commençons à savoir ressusciter les rêves, avez-vous écrit. C'est peut-être de cela qu'il est question ce soir. Au-delà du vrai, existe le vécu qui rencontre le rêve. Parce que vous avez su faire vivre nos rêves et les faire vivre en nous, prenez place, André Malraux, dans le Panthéon de la République. Ça vous émeut, Christine Albanel, d'entendre ce discours que vous avez, j'imagine, écrit? Oui, effectivement. Oui, ça m'émeut parce que je ne l'ai jamais ni entendu ni relu. Et je ne l'ai pas. Donc... Vous pourrez le trouver sur le site de l'INA, évidemment, qui conserve tous ces grands moments d'histoire. Mais néanmoins, en faisant une telle cérémonie, dont l'historien Patrick Garcia, dans un article sur Chirac au Panthéon, explique qu'elle a été plus ou moins improvisée assez rapidement, tout compte fait. Après son élection, on ne savait pas trop quoi faire pour le 20e anniversaire de la mort d'André Malraux. Et puis des proches d'André Malraux ont dit pourquoi ne pas faire quelque chose de ce style-là. Ça lui permettait aussi de se raccrocher à l'histoire du gaullisme et à l'histoire de Malraux faisant le discours de Jean Moulin en 64 au Panthéon, Christine Albanel, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Jacques Chirac n'avait pas, pour André Malraux, une fascination aveugle du tout. Parce que lui, il avait été un jeune secrétaire d'État, avec Malraux, ministre de la Culture, avec quand même tous les tics, tous les aspects dont certains étaient parfois un peu ridicules aussi d'André Malraux. Donc, il n'avait pas cette relation de révérence avec Malraux. En même temps, il était conscient de l'importance de Malraux. Et en effet, la panthéonisation était apparue comme la bonne réponse. Mais aussi, c'était aussi un grand écueil pour lui. Il en était très conscient parce que tout le monde gardait une espèce de souvenir halluciné. Je crois qu'il y avait eu 500 000 disques vinyles qui avaient été pressés pendant discours, la présidence de Charles de Gaulle, de ce discours du Panthéon. Et donc, effectivement, on avait tous, en tant que jeunes élèves, entendu ce Mais c'était discours. une boucle qui se fermait aussi pour lui. Béatrice Bougnol.
Oui, il y a donc les grands discours comme celui qu'on vient d'entendre. Il y a les grands faits d'armes sur lesquels on est déjà revenu. Et il faudrait d'ailleurs ne pas oublier celui du sommet de Johannesburg en 2002. D'un côté, il y a donc ces grands coups d'éclat, j'allais dire. Il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier non plus, l'animal politique, Jacques Chirac, qui est capable de trahison. Il y a aussi l'homme de pouvoir, qui est aussi parfois capable de déception, comme en 95, après avoir fait campagne sur la fracture sociale, comme en 2002, on en a déjà parlé avec le Front républicain qui s'est mis en place au moment de l'élection. À votre avis, et je vous pose un peu la question à tous les trois, que retiendra l'histoire entre ces deux facettes de l'homme ? Jean-Luc Barré. Bon, écoutez, C'est difficile. les grands hommes d'État, si vous me parlez de Clémenceau, par exemple, on pourra retenir des facettes un peu sombres, noires, etc. Il n'y a pas de facette noire, d'ailleurs, chez Chirac. Il y a de temps en temps, on pourrait dire aussi qu'il a été libéral à un moment avec Balladur, alors qu'il n'a jamais été libéral, qu'en réalité, la fracture... Il y a des moments où Chirac se retrouve. Je pense, la fracture sociale, il se retrouve là-dessus. C'est même, il n'a pas renié ce discours. Il y a un moment où, effectivement, le discours budgétaire, sans doute sous l'influence d'Alain Juppé, l'a emporté un petit peu sur le discours séguiniste, sur la fracture sociale. Mais on peut dire quand même qu'il y a eu des avancées dans ce domaine. Bien sûr, il n'a pas réglé tous les problèmes. Sur la trahison, écoutez, il a trahi, il a été trahi. Enfin voilà, on est quand même aussi un petit peu... Oui, mais quand on parle d'animal politique... C'est un tueur. Ah oui, c'est ça. Non, mais on va pas dire le contraire. Mais il faut voir les circonstances aussi. Moi, je ne cherche pas à excuser du tout ça, mais sur Chaban, c'est compliqué cette affaire de Chaban, parce que Chaban n'est pas en mesure, on voit bien qu'il n'est pas en mesure de gagner à ce moment-là, et que Pompidou, sans doute, ne souhaite pas que Chaban lui succède. Donc, il est un peu aux ordres, Chirac, à ce moment-là, et en plus du couple Garot-Juillet, vis-à-vis de Giscard. Mais Giscard a fait absolument tout ce qu'il fallait, entre 1974 et 1976, pour que les relations tournent mal. Enfin, il s'est mis à dos ce groupe UDR de l'époque qui n'en pouvait plus de l'arrogance de Giscard. Voilà. Il y a aussi vis-à-vis de Sarkozy, en 2011, lorsque il appelle à la trahison de, si vous voulez. Oui, bien sûr, c'est la réponse du berger à la bergère, bien évidemment. Mais vous savez, j'ai vécu un peu cette période-là du discours de Saran, et j'ai pas été surpris du discours de Saran, parce que je me souviens en 2007... C'est donc lorsqu'il appelle à voter Hollande. Il y a la Corrèze aussi qui joue un rôle. Mais en 2007, je me souviens, quand je suis arrivé dans son bureau, nous avons commencé à parler des mémoires, il m'a dit « Je vous préviens, je ne veux dire du mal de personne. » Et alors, je l'ai regardé, je lui ai dit « Monsieur le Président, nous verrons en cours de route. » Bon. Et en effet, le matin où il a appris que cette phrase tout de même terrible de Nicolas Sarkozy parlant du roi feignant, je peux vous dire qu'il a été... Alors, le premier réflexe, qui était assez drôle d'ailleurs, il m'a dit « À votre avis, il veut parler de Giscard ?» Monsieur le Président, oui, peut-être. Les relations Giscard-Chirac. Peut-être, mais donc il a bien compris de qui on parlait. Et là, je pense qu'il a... Et à ce moment-là, d'ailleurs, il s'est davantage livré pour ses mémoires, il a livré son sentiment sur son successeur. Oui, parce que tout de même, il y a cette question. Vous dites il n'était pas très intéressé forcément à laisser une trace dans l'histoire. Ça n'était pas ce qui était le plus important pour lui. Mais tout de même, faire les mémoires que vous avez rédigées avec lui, donc à ce moment-là, vous confiez, à un moment où il pouvait le faire, des secrets ou disons des confidences qui permettaient justement de rester dans l'histoire. C'était quand même important pour lui que de le faire. Non, je vous ai expliqué, je pense qu'il y a un moment, au point de départ, il avait une formule, il disait « une vache ne revient pas à l'abreuvoir ». Bon, c'était l'heure de dire « on ne revient pas en arrière ». Bon, voilà. Mais progressivement, d'abord, il y avait cette solitude du pouvoir, de l'après-pouvoir. Et je pense que les mémoires sont devenues, j'y suis peut-être un peu pour quelque chose, je pense qu'on a créé un espèce de lien, de dynamique ensemble. Je me suis beaucoup battu pour le persuader que c'était important. Et au bout d'un moment, il en a pris acte. Et il est entré dans cette... Et le succès, si vous voulez, en un mot, le succès, encore une fois, imprévu, l'a conforté dans l'idée que tout de même sa popularité était réelle. Christine Albanel, sur cette question justement de laisser des souvenirs, des témoignages pour que peut-être on le juge mieux ou que... Je pense que les mémoires, a priori, je n'aurais jamais pensé qu'il allait faire des mémoires en fait. Je me réjouis qu'évidemment il les ait faites avec Jean-Luc Barré. Je pense que il y avait aussi un peu d'amertume chez Jacques Chirac, parce qu'on avait l'histoire du roi feignant. Il y avait un peu cette idée de dire oui, Jacques Chirac, finalement, il n'a pas fait grand-chose. C'était quelque chose qui, quand même, courait beaucoup. Il n'a pas réformé, il a réformé rien du tout, etc. Oui, puis on comparait forcément à quelqu'un comme Mitterrand ou comme De Gaulle, d'une certaine façon. Donc, oui, enfin, il y avait un peu cette idée de je prends le pouvoir et après, je n'en fais pas grand-chose, ce qui était quand même très largement injuste. Je pense que c'est quelque chose qui l'a blessé. Je crois que l'histoire du roi fainéant est quand même certainement une blessure. Et je crois que les mémoires ont été aussi une réponse à ça, parce que ça a permis quand même de mettre l'accent sur des choses qu'il a réellement changé et laissé. Béatrice Bougnol.
Oui, Florian Louis, on peut se demander le souvenir qu'il a laissé aussi au Proche-Orient, Jacques Chirac, puisqu'on parle un peu de trahison ou de souvenirs injustes. En France, au Proche-Orient, qu'en est-il ? Alors, il a laissé évidemment sur le moment, notamment au moment de la crise irakienne de 2003, une très forte impression, un très grand souvenir. Sa visite à Jérusalem aussi, il y a une rue Jacques Chirac à Ramallah aujourd'hui. Ceci dit, tout cela est déjà un peu lointain dans le temps. On sait qu'on est dans une région encore très jeune et c'est déjà des souvenirs qui remontent à longtemps. Et aujourd'hui, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien n'est peut-être plus ce qui est considéré comme crucial par beaucoup de personnes au Moyen-Orient. L'opposition Arabie Saoudite-Iran, par exemple, serait beaucoup plus importante. Donc, un souvenir évidemment très important, mais peut-être même plus en Occident, chez nous, cette opposition, cette posture anti-américaine, avec beaucoup de guillemets, c'est évidemment bien plus compliqué que cela, mais voilà, de résistance face à l'hyperpuissance états-unienne, que peut-être aujourd'hui au Moyen-Orient, où déjà ces événements commencent à remonter un petit peu à loin. Et puis un deuxième point sur cet aspect, c'était quelqu'un qui avait une diplomatie de personne à personne, les liens personnels avec des gens qui étaient pour la plupart, mais c'était le propre de la région, des dictateurs, mais entre-temps sont passés les printemps arabes, et de certaines façons, j'ai tendance à penser que, heureusement pour Chirac et pour sa mémoire, qu'il a quitté le pouvoir avant les printemps arabes, parce que qu'aurait-il fait avec des gens qui étaient très proches de lui, Ben Ali, Moubarak ou autres? Comment aurait-il géré ça? Je ne sais pas, mais ça aurait été très compliqué pour lui parce qu'il était vraiment dans cette logique, surtout au monde arabe, du tête-à-tête avec les chefs d'État. Oui, dans le discours que vous avez écrit pour lui au moment de la panthéonisation d'André Malraux, vous lui faites dire, il dit dans son discours, Jacques Chirac, Christine Albanel, André Malraux, vous incarnez mieux que tout le gaullisme tel que le voulait le général, ni de droite ni de gauche, mais de France. Est-ce que le ni de droite ni de gauche prélude à ce que nous connaissons aujourd'hui, le en même temps du président Macron ? C'est pas complètement le en même temps macronien, c'est une autre forme. Je pense que c'est vrai que Jacques Chirac, c'est un peu gauchi à mesure que les années ont passé. Alors, c'était pas comme dans Les Guignols, on l'appelait le Tchi par référence au Tché, c'était pas à ce point, mais il est sûr que d'ailleurs l'influence de sa fille également, quand même. Claude Chirac, je pense qu'il a un peu, il a certainement dérivé. Et il y a un moment, il était ni de droite ni de gauche, sûrement à la. Oui. Jean-Luc Barré. Je suis pas tout à fait d'accord avec Christine là-dessus parce que je pense qu'il a toujours... Enfin, ses racines sont de gauche. Ses racines radicales, etc. Il a quand même signé l'appel de Stockholm de tout jeune. Oui. Donc, il était proche du Parti communiste, dit-on, à ce moment-là. Voilà, donc évidemment, il fait un peu sa carrière à droite, j'allais dire, comme Mitterrand fait sa carrière à gauche. Pardon de la comparaison, mais elle n'est pas totalement fausse. Je veux dire, mais il n'empêche qu'il y a un moment où il se retrouve. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'en 95, s'il est élu, d'ailleurs, c'est pas par hasard. Je pense que jusque-là, on a le sentiment qu'on ne sait pas très bien où va Chirac, ce qu'il est. En 95, il se retrouve. Alors après, le bilan est ce qu'il est, mais il se retrouve à ce moment-là. Qu'est-ce que vous publiez, donc mardi, Jean-Luc Barré, ce livre donc chez Fayard, c'est quoi ? Alors, c'est un témoignage. J'en avais parlé avec Jacques Chirac les dernières fois que je l'ai vu, donc il y a déjà bien longtemps d'ailleurs, puisque je l'ai revu en 2013, 2012. Et je lui avais dit, écoutez, Monsieur le Président, j'écris un témoignage sur vous, ces années que j'ai passées avec vous, j'ai envie de les raconter. Et il m'avait dit, parce qu'il me tutoyait, il tutoyait un peu tout le monde à la fin, et puis j'étais très heureux qu'il me tutoie d'ailleurs, et il me dit, j'espère que tu fais mon éloge. Et je lui dis, Monsieur le Président, en tout cas, je ne dis pas du mal de vous. Et il m'a dit, bon, écoute, le plus tard possible, hein, tu publies ça le plus tard possible. Voilà. Donc, effectivement, le plus tard possible, fait que, en effet, ce livre était prêt. Ce livre s'appelle Ici, c'est Chirac. C'est un livre, je veux dire, de tendresse et presque d'amour, d'ailleurs, pour cet homme-là. Et en même temps, c'est une traversée de son action politique, effectivement, il y a les confidences qu'il a pu me faire, souvent en off d'ailleurs, son jugement sur les uns, sur les autres. Bon, c'est peut-être un livre qui ne plaira pas à tout le monde. C'est le CT de Gaulle de Jacques Chirac. La comparaison me flatte. Ou le verbatim de Jacques Attali. Le verbatim, c'est une autre histoire. Christine Albanel, qu'est-ce que vous gardez maintenant, donc qu'il a disparu, de cette proximité que vous avez eue avec lui pendant pas mal d'années ? Le sentiment d'une grande perte aujourd'hui, le sentiment d'une présence physique qui était très forte. En fait, nous étions membres d'une famille. Il y avait une famille chiracienne qui était une famille élargie, naturellement, peut-être composée, mais faite de gens très différents, souvent très lucides à l'égard de Jacques Chirac. Moi, j'ai toujours été très frappée de voir un peu l'adoration un peu aveugle qu'avait l'entourage de François Mitterrand à son endroit,
alors que l'entourage de Jacques Chirac avait beaucoup d'affection, mais en même temps beaucoup de lucidité. Mais tout ça, c'est une vraie famille quand même, qu'il aimait, qu'il respectait, et qui est un peu en deuil aujourd'hui, j'en fais partie. Voilà. Merci beaucoup et sachez que justement, les Chiraciens, c'est le thème de l'émission politique ce week-end, samedi, d'Hervé Gardette sur France Culture. Merci à tous les trois, merci Jean-Luc Barré, merci à vous et à Christine Albanel, ainsi que Florian Louis d'être venu pour analyser à chaud ce soir donc la disparition de Jacques Chirac. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André. Merci à tous d'avoir participé et préparé cette émission en urgence pour ce soir. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil. À la vidéo, Jordan Fuentes. Et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.